Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés asiatiques, des actions asiatiques. Mais on va angler le sujet autour du dossier que toute la finance internationale suit en ce moment depuis quelques jours. Le bras de fer entre le géant industriel indien, le groupe Adani et son fondateur Gautam Adani, face au bureau de recherche américain Hindenburg, qui accuse le groupe de fraude comptable, on va dire au sens large, en tout cas de surleverager son empire pour survaloriser ses actions cotées sur le marché indien. Ça va au-delà de l'empire Adani, puisque c'est le marché indien qui est un marché vedette dans la sphère émergente, qui est entaché par ces questions de gouvernance autour de ce poids lourd industriel. Joachim Jean est avec nous en plateau pour en parler. Bonjour Joachim. Bonsoir. Vous êtes gérant action asiatique chez Mansartis. Bon, l'affaire Adani-Hindenburg, toute la finance internationale regarde évidemment ce dossier. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, effectivement. On parle d'un empire massif. Gautam Adani, je crois qu'il a été même brièvement, il y a quelques mois, l'homme le plus riche du monde. Il était l'homme le plus riche d'Asie, l'homme le plus riche d'Inde, et il a été à un moment l'homme le plus riche du monde. Oui, effectivement. Alors, je me souviens de cette news en fin d'année dernière, où on le voyait passer devant Jeff Bezos, dans le classement des milliardaires au niveau mondial. Donc c'est vrai que ça a interpellé. Maintenant, je vais vous dire, Grégoire, c'est pas si surprenant de voir l'Inde être attaquée par des short-sellers. Pourquoi ? Parce que c'est un pays assez sensible. On le voit dans le passé, il y a eu des scandales assez massifs de corruption. Rappelez-vous, 2010, on a un scandale massif sur les télécoms indiennes qui implique également le gouvernement. Donc voilà, on a un peu ces démons-là. On a un pays émergent qui n'a pas forcément les mêmes standards que les marchés développés. Et puis on a un marché qui, sur les derniers mois, avait quand même fortement progressé. Ouais. Donc un coup de projecteur sur ce marché-là, un marché un peu sensible. Et puis Adani qui avait explosé en bourse. Ouais. Donc là, on se pose un peu de questions. On regarde un groupe familier obscur, des cascades de holding situées dans des pays offshore. Et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Adani avait déjà été cité à plusieurs reprises par le passé dans des enquêtes pour corruption. Ouais. Oui, il faut comprendre. Alors évidemment, on va pas faire le débat sur les short-sellers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est mal. Hindenburg, c'est peut-être pas le plus grand nom du short-selling. Il s'est fait connaître quand même sur des dossiers comme Nicolas, je crois, aux États-Unis. Je veux dire, ces gars-là, ils savent où ils mettent les pieds. C'est-à-dire, quand on s'attaque à l'homme le plus riche d'Asie, qui fut même brièvement l'homme le plus riche du monde, je veux dire, on n'y va pas si on n'est pas solide quand même dans sa recherche. Alors peut-être que ça frappe shit, peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension, des quiproquos qui se régleront, j'allais dire, dans les couloirs. En attendant, le marché, il prend fait et cause quand même pour la recherche d'Hindenburg. C'est 100 milliards de market cap qui ont disparu là pour l'empire Adani. Il y a plusieurs sociétés cotées. Et vous dites, ça rejaillit sur l'ensemble du marché indien. Exactement. Alors il faut savoir que cette enquête, elle n'est pas récente, elle a commencé il y a 2 ans, donc elle est quand même assez consistante. Ils ont aussi des informateurs en interne qui fournissent des documents, donc il y a des choses très concrètes et très sérieuses. Aujourd'hui, effectivement, c'est 100 milliards à peu près sur l'ensemble des sociétés qui ont été effacées sur le marché boursier. C'est conséquent et, vous l'avez dit, ça remet en question beaucoup de choses sur le marché indien. Ça remet en question l'intégrité du marché indien, la réputation des sociétés indiennes. Et voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour les investisseurs. Attention, dans ces pays-là, il faut faire attention à beaucoup de choses, mais également à tous les enjeux ESG, que ce soit sur l'environnement, la gouvernance ou le social. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un marché très intéressant, avec des perspectives à long terme très intéressantes, mais où il faut être extrêmement sélectif et prendre en compte des critères extra-financiers dans l'analyse de ces sociétés. Oui, comme vous l'avez très bien rappelé, effectivement, il ne faut pas porter de jugement sur un écosystème économique qui fonctionne entre monde des affaires, monde politique. Adani est réputé très proche quand même du Premier ministre Narendra Modi. Et d'ailleurs, Adani, dans une de ses premières communications, il a placé la barre exactement là où vous la mettez. C'est une attaque contre le marché indien. C'est l'Inde qui est attaquée à travers moi. C'est comme ça qu'il a présenté les choses, effectivement, presque sur un plan politique. Comment on gère justement ce genre de situation, ce risque de gouvernance sur un marché comme l'Inde, qui est forcément un marché incontournable quand on est dans la sphère émergente et dans la sphère asiatique au sens large, Joachim? Effectivement, c'est un marché incontournable, c'est à peu près 15% de l'indice asiatique.
donc c'est assez conséquent, c'est le deuxième plus grand pays. Bon, si je retire le Japon, mais derrière la Chine. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est aussi aidé, hein. Il y a des fournisseurs de données extra-financières très spécialisés avec des équipes d'analystes, donc qui ont l'habitude aussi de traiter ces marchés-là. À notre niveau aussi, on va regarder beaucoup de critères, par exemple sur l'indépendance du conseil d'administration, les litiges passés. Et puis je vais vous dire quelque chose, chez Mansartis, nous n'aurions pas pu investir dans les entreprises d'Adani, puisque par exemple l'entreprise donc, Adani Enterprise, qui est une des entreprises du groupe, est déjà flaguée avec un risque de controverse très élevé, pour d'autres raisons, pas des raisons de gouvernance, mais des raisons environnementales sur un projet notamment en Australie. Donc voilà, il y a des garde-fous, on ne peut pas les bloquer à 100% ces risques-là, mais on met en place des garde-fous et on est extrêmement vigilant sur ces points-là. Est-ce que investir dans des entreprises indiennes qui ont des expositions importantes en termes d'activité à l'international, qui ont des partenariats peut-être avec des entreprises globales, est-ce que ça aussi, ça fait partie de critères qui peuvent rassurer justement l'investisseur et le gestionnaire d'actifs ? Effectivement, ça peut aider, ça peut rassurer. Je prends l'exemple de deux valeurs cotées en Inde. Hindustan Unilever et Maruti Suzuki. On peut reconnaître dans le nom des grandes entreprises occidentales, puisqu'en fait Unilever ou Suzuki détiennent plus de 50% de ces sociétés-là. Donc on se doute que derrière, il y a une veille plus importante de ces sociétés-là sur ces filiales indiennes. Donc voilà, c'est également des éléments qui peuvent aider à accéder au marché indien sans prendre trop de risques d'un point de vue de la gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est que ce thème de la gouvernance, quand je discute avec des investisseurs, des gérants d'actifs spécialisés sur l'Asie, et quand je dis Asie, c'est pas juste l'Asie émergente, c'est aussi le Japon. Et c'est d'ailleurs un marché dont on parle de plus en plus depuis quelques temps, Joachim. Le thème de la gouvernance, c'est un thème intéressant. Alors, ça peut être un risque négatif, en l'occurrence, là, l'affaire Adani le rappelle, mais ça peut être aussi un risque positif. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une amélioration de la gouvernance, de la prise en compte des intérêts, alors des stakeholders, mais aussi des actionnaires minoritaires qui évoluent dans ces pays. Oui, vous avez raison. Alors le Japon, je pense que c'est un exemple très concret, puisque la gouvernance au Japon a été longtemps pointée du doigt. Vous savez, on avait une protection excessive des présidents, peu d'indépendance au niveau des conseils d'administration, des participations croisées entre les sociétés, et le ministère de l'économie japonais a un peu tapé du poing sur la table, a dit en 2017, voilà, je vais mettre en place des recommandations pour les sociétés japonaises en termes de gouvernance. Le Japan Exchange, qui est un peu la bourse japonaise, a aussi mis en place un code de gouvernance pour les entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ces années ? Une nette amélioration sur ces ratios-là dans les entreprises japonaises. Donc on voit que voilà, il y a également des marchés vers lesquels, qui étaient peut-être en retard par rapport à l'Europe et les États-Unis, qui reviennent sur plutôt des normes occidentales en termes de gouvernance. Et ça les rend sur ces critères-là, j'entends, plus investissables qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, pour des investisseurs globaux. Oui, exactement. L'intérêt également pour une société de prendre en compte ça, bien sûr, il y a un enjeu opérationnel aussi, mais il y a aussi un enjeu de flux de capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'investisseurs qui sont centrés sur ces problématiques-là. Et demain, qui sait, peut-être qu'on aura une partie assez conséquente de la cote qui ne seront plus du tout regardées pour des raisons extra-financières. Donc il y a aussi un enjeu de flux de capitaux vers ces sociétés-là. Bon, le thème de la gouvernance au Japon, il n'est pas juste au niveau micro des entreprises, il est aussi au niveau de la Banque centrale japonaise. Ça va être un des grands sujets des prochaines semaines, puisque le dernier mandat du gouverneur Kuroda se termine fin mars, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il s'arrête fin mars. Et alors donc, ne me demandez pas, je n'ai pas le successeur encore. On le découvrira ensemble, Joachim. Mais le seul fait que Kuroda termine ce mandat et soit suivi par quelqu'un d'autre, ça entretient une spéculation sur l'idée que la Banque du Japon va bouger le réglage de sa politique monétaire, ce qu'elle a déjà commencé à faire d'ailleurs. Exactement. Alors on avait eu une petite surprise en décembre, on ne s'y attendait pas, un ajustement sur le mécanisme de contrôle de la courbe des taux. On a vu une réaction assez forte du marché
voilà, oula, attention, on commence à sortir de cette politique ultra accommodante. Derrière, Kuroda, il dit quoi? Il dit non, pas du tout, ça prend pas du tout en compte la conjoncture économique, ça prend pas du tout en compte l'inflation, qui est certes au-dessus de l'objectif de la BOJ, mais qui va revenir en dessous de l'objectif dès 2023, puisqu'en fait, on n'a pas de hausse de salaire qui sont nécessaires pour entretenir cette inflation-là. Du coup, les investisseurs sont un peu penchés entre c'est du bluff, qu'est-ce qui va nous réserver jusqu'à la fin de son mandat? Très honnêtement, on a peu de visibilité. Ouais. Aujourd'hui, on voit que la Banque centrale japonaise lutte pour maintenir ce mécanisme en place et qu'on a des investisseurs qui sont plutôt dans la spéculation d'un début de sortie de politique ultra accommodante. Ça peut être un moment favorable pour l'investissement action au Japon. Enfin, quelle peut être la mécanique entre l'idée peut-être que la Banque du Japon va bouger et l'évolution du marché action japonais? Alors, il y avait des catalystes plutôt intéressants avant même cette évolution dans l'évolution de la politique de la Banque centrale japonaise. On avait une reprise de la consommation en décalé par rapport à l'Europe et les États-Unis. On l'a toujours. On avait une reprise aussi dans le secteur des services. Et puis aussi, on attendait le retour des Chinois qui vont venir, on l'espère, dépenser au Japon, je pense, à partir de l'été, et qui va apporter un second souffle au marché japonais. L'impact aujourd'hui de la Banque centrale japonaise, il est principalement sur la devise. On le voit, une forte appréciation du yen. Ouais. Alors, on le voyait il y a quelques mois, c'était une préoccupation, la dépréciation du yen. Aujourd'hui, c'est une autre interrogation, c'est comment vont se comporter les sociétés exportatrices avec une forte appréciation du yen. La réponse, c'est que sur le premier trimestre calendaire, on a toujours un effet de base assez favorable pour ces sociétés-là, puisque en fait, lorsqu'on regarde le T1 2022, on était sur des niveaux encore inférieurs. Maintenant, les sociétés japonaises vont aussi donner leurs perspectives pour l'année 2023. Donc, on va voir comment elles prennent en compte l'évolution de la devise japonaise. Oui, sachant que le niveau de faiblesse du yen atteint en 2022 devenait malgré tout un problème aussi pour les grands groupes japonais. On l'a vu exactement, ce qui a poussé d'ailleurs le ministre des Finances à intervenir directement sur le marché des devises. Oui. Oui, ça fait partie là aussi des phénomènes, des phénomènes historiques qu'on aura vécu en 2022, puisque je crois que c'était la première intervention du ministère des Finances japonais depuis fin des années 90. Exactement, ça faisait très longtemps. Voilà. Beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues depuis 20 ans qui se sont déroulées ces derniers temps. Merci beaucoup Joachim. On parlera de la Chine une prochaine fois, qui mérite évidemment un entretien dédié au thème de la consommation et de la reprise de la consommation en Chine, mais il fallait absolument qu'on parle de l'Inde et du Japon. Joachim Jean qui était avec nous pour ce thème et ce focus sur les marchés asiatiques, gérant action asiatique chez Mansartis. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.